Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va faire nos annonces rapidement pour le restant de la semaine. Aujourd'hui, mercredi, nous allons continuer dans notre étude sur les finances. Nous allons commencer la deuxième partie finalement. J'ai oublié mon enveloppe que j'avais. Et on m'a donné une enveloppe, je l'ai oubliée quelque part. Le samedi passé, on m'a donné une enveloppe, on m'a dit, pasteur, c'est un cadeau pour toi. Et j'étais content, je pensais que c'était un chèque, mais c'était mieux. C'était une carte de crédit déchiquetée. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je me suis dit, voici quelqu'un qui s'est décidé à sortir des pièges de la dette. Amen. Aujourd'hui, on va continuer sur la deuxième partie de notre leçon sur comment sortir des pièges de la dette. Et nous allons encore regarder quelques principes bibliques. Et demain, nous allons être à l'Est pour notre sixième partie sur le livre des Actes. Nous sommes en train de voir des bonnes choses en ce qui concerne le livre des Actes. Et le vendredi, ça va être J. Pénière. Oh, il n'y a pas de... Ok. Le vendredi, ça va être J. Veillé. Alléluia. Amen. On va veiller. Amen. On va être là. Tous les J. Péniens, vous savez qu'est-ce qui arrive le vendredi de 19h à 22h? Vous dormez. Amen. Vous dormez pour que vous ne puissiez pas dormir après. Le vendredi, à partir de 22h30, le général Didier va être ici. Et ça va être la veillée de prière. Amen. Notre toute première veillée, nous voulons être là. Nous voulons être en forme. Nous voulons être prêts à obéir aux commandes. Amen. Alléluia. Et plus de prière, plus de puissance. Et nous avons tout un programme de prière avec le général. Et vous voulez être en ordre avec lui. Amen. Et le samedi, nos réunions de prière comme d'habitude de 19h à 21h ici, tout comme à l'église de l'Est. Voilà pour nos annonces pour cette semaine. La semaine, le mois de juin vient très 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 vite. Dans 2 semaines à peine, nous allons avoir notre école de disciples, notre deuxième école de disciples avec le rabbin qui arrive le 6 dans l'avant-midi. Et dans la soirée du 6, on commence avec les enseignements. On va aller du 6 au 10, si je ne m'abuse. Et on va être ici pour d'autres enseignements intenses, des enseignements doctrinaux. Et on va fourbir nos armes encore et parfaire nos connaissances de la parole et de la doctrine. Amen. Amen. Et le 19, je pense, le 19 juin, c'est la fête des pères. Amen. Amen. Mais avant cela, le 28 mai, c'est la conférence des dames. Si vous n'êtes pas encore enregistré, vous pouvez l'être, mais il faut exclure le cadeau. Vous n'allez plus recevoir de cadeau parce que le temps de préparation pour cela est passé. Mais vous pouvez, il y aura quand même un meilleur cadeau qui va être l'enseignement. Ne dis pas, oh, parce qu'il n'y a plus de cadeau, je ne veux plus venir. Mais viens pour l'enseignement. En fait, on fait cela pour l'enseignement. Amen. Amen. Ce n'est pas pour le cadeau, c'est pour l'enseignement. Donc, soyez là, toutes les dames, ça va être interdit aux hommes. Voilà. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Nous avons... je pense que le slide que je vous ai donné, il y a les 2 premiers slides doivent être inversés, au fait. On va regarder la deuxième slide avant de regarder la première. Amen.
Comme le début, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un crayon et une feuille aujourd'hui. Mais on va regarder un tableau aujourd'hui. C'est un tableau échantillon. Nous allons regarder, nous allons prendre une personne fictive qu'on va appeler Kabongo. Amen. Que tout le monde dise Kabongo. C'est le nom, c'est un nom. Kabongo, Bongo, c'est l'argent. Ah, dans quel pays? Non, c'est pas Bongo, c'est pas Bongo, c'est pas Bongo. Quand même. C'est quel? C'est Kabongo, le nom c'est Kabongo. Ça n'a rien à voir avec Bongo, ça n'a rien à voir avec Bongo, ça n'a rien à voir, c'est un nom. Amen. Amen. Kabongo. Maintenant, on va regarder, ça c'est une personne fictive. On va regarder les actifs de Kabongo. Qu'est-ce qu'on appelle actif? Actif, c'est ce qui est, pour ne pas dire positif, dans ton compte. Amen. Ce que tu as comme ressource, si je peux utiliser un terme pas très approprié. Bon. Kabongo, c'est une personne, il a un compte chèque. Dans son compte chèque, il a $3000. C'est pas mal. Amen. Et dans son compte épargne, Kabongo a $7000 dans son compte épargne. Je pense que déjà 99,9% des gens ici ont disqualifié comme Kabongo. Mais la Kabongo a une maison et la valeur de la maison de Kabongo, c'est $109 000. Amen. Il a des investissements dans un fonds mutuel et ces investissements ont une valeur de $8 000. Bon, vu qu'il travaille et que sa compagnie offre un fonds de retraite, il a commencé à cotiser dans ce fonds de retraite et il a accumulé $30 000 dans le fonds de pension, le fonds de retraite de sa compagnie. Il a $30 000. Il fait pas mal, n'est-ce pas? Et maintenant, il a une collection d'argent, il collecte des pièces d'argent et des billets à chaque fois qu'il va dans un pays, il amène des billets. Qui a une collection de pièces de monnaie ou de billets? Le timbre. Moi j'en ai une et j'ai quelques vieux billets. On me dit que ça peut valoir beaucoup d'argent. Je prie pour que, enfin, j'ai des billets de $1 canadien. Qui connaît ça? Il y en avait des billets de $1 canadien, un billet par pièce, et des billets de $2 canadiens. Alléluia. Un jour, ça va valoir une fortune. Si on vit assez vieux. Maintenant, il a une collection d'argent qui vaut à peu près $500. Et il fait ça à loisir. Maintenant, s'il regarde ses fournitures, ses meubles, ça a une valeur de $5 000. Et si on fait la somme de tout cela, on dirait que l'actif de Kabongo, c'est $162 000. Mais dans l'autre colonne, ce sont ses dettes, ou ce qu'on appelle passif, si on peut le dire comme ça. Sa maison, il doit encore $99 000 sur l'hypothèque de sa maison. Maintenant, Kabongo a $2 500 qu'il doit sur des cartes de crédit. C'est pas très bon ça. Parce qu'il ne vient pas à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent, Kabongo. Il n'a pas écouté l'enseignement sur les dettes. Maintenant, il a une deuxième hypothèque. C'est quoi une deuxième hypothèque? Il avait emprunté $10 000 pour faire une rénovation dans sa maison
et ce 10 000 $ a été mis comme hypothèque, il a remboursé 4 000 $ dessus et il lui reste 6 000 $ sur ses deuxièmes hypothèques. Amen. Et donc, si on regarde, il a un prêt étudiant de 8 000 $. Il est allé à l'école polytechnique, il a fini avec une dette de je ne sais pas moi, 28 000 $. Il a remboursé 20 000 et il lui reste 8 000 là-dessus. Et si on regarde la dette de Kabongo, c'est 115 000 $. Maintenant, si on regarde ses actifs vis-à-vis ses dettes, on fait la différence. La valeur nette de Kabongo, c'est 47 000 $. Qu'est-ce que tu vaux? C'est tes actifs, ce que tu as, moins tes dettes, ce que tu dois. Si la différence est positive, tu vaux quelque chose. Il y en a quand on fait ça, la différence est négative. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que si tu meurs aujourd'hui, tu laisses les gens dans les dettes. Ça, ce n'est pas... il ne faut pas faire ça. Si tu pars avec tes problèmes. Ne laisse personne dans les... Alléluia. Mais non. Ça, utilise ce tableau fictif et essaye de calculer ta valeur nette. Vois où tu en es. Il y en a qui rigolent, qui ne veulent même pas rire. Ils ne vont même pas essayer de calculer parce que c'est mal. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut le faire parce que ça te permet de savoir où tu es. Si tu ne sais pas, c'est pas bon. Même si tu vas mal, mais il faut que tu saches combien mal tu vas. Sinon, tu ne vas jamais prendre les bonnes décisions pour corriger le problème. Amen. Oh, alléluia. Sur ces problèmes, on va voir un peu. Maintenant, il y a la couverture d'un magazine intitulé Newsweek. Ça, c'est un magazine de août 2001. Ce qu'il y avait en page d'ouverture. Ça dit les Américains se noient sous les dettes. Are you maxed out? Ça veut dire, avez-vous chargé vos cartes de crédit au maximum? Si tu as une carte de crédit de 10 000 $, mais ta dette là-dessus, c'est 10 000 $ et 70 sous. Et là, on voit un couple qui est couvert de cartes de crédit. Déjà en 2001, c'est 15 ans en arrière. Si je vous posais la question, pensez-vous que le problème s'est amélioré ou il s'est empiré? Empiré. Déjà en 2001, c'était un problème. La crise économique, c'était en 2008. 2001, c'était la prospérité, soi-disant. Oui. Maintenant, avez-vous surchargé vos cartes de crédit? Cet article déclarait que les Américains empruntaient de façon record. Que l'équité sur les maisons, c'est-à-dire ce qu'on devait sur les maisons, les valeurs empruntées sur une maison montaient à 330 milliards de dollars et que les faillites avaient augmenté de 20%. Et la plupart des gens dépensent plus qu'ils ne gagnent. Alors, la plupart des gens dépensent plus qu'ils ne gagnent. C'est-à-dire quand ils font leur budget à la fin du mois, ils ont eu un revenu de 2500, mais ils ont dépensé pour 3000 $. D'où pensez-vous que le 500 $ de plus va venir? Des dettes. Amen.
Et voici quelques autres faits intéressants sur les consommateurs nord-américains qui se retrouvaient dans cet article d'il y a 15 ans. Ça disait qu'il y a 25 ans. Donc si on fait la totale, c'est 40 ans. La famille moyenne épargnait 15% de son revenu. Mais à l'époque où l'article était écrit, la famille moyenne n'épargne plus rien de leur salaire. Cet article disait qu'il y avait 9 ans, la plupart des consommateurs achetaient une nouvelle voiture avec 25% de dépôt. Mais aujourd'hui, la plupart des consommateurs, à cette époque-là, les gens donnaient 7% de dépôt. Mais aujourd'hui, la plupart des gens achètent une voiture neuve avec 0% de dépôt. Au fond, si tu le regardes bien aujourd'hui, la plupart des gens achètent une voiture neuve en y ajoutant un autre crédit. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une voiture qu'ils n'ont pas encore fini de payer et ils vont financer le restant de la dette de cette voiture. Ils vont la mettre sur la nouvelle voiture qu'ils achètent. C'est-à-dire, tu achètes un crédit, mais en ajoutant un autre crédit sur ce que tu achètes. Ce n'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée du tout. $1 sur 7 qu'on a gagné était consacré à payer la dette à l'époque. De chaque tranche de $5 qu'on gagnait était dépensé sur les articles de luxe. De tous les $4 gagnés était consacré aux dépenses de la vie quotidienne. 50 sous sur chaque dollar qu'on gagnait était dépensé pour acheter des choses que, attachez-vous bien, que nous voulons juste avoir. Autrement dit, on n'en a pas besoin. Mais c'est parce qu'on veut tout simplement l'avoir. Nous empruntons régulièrement, indépendamment de notre revenu familial. Écoute, n'emprunte pas sans regarder à ton revenu. Quand tu vas à la banque, avant qu'on te prête pour une maison, on calcule c'est quoi ton revenu et on estime combien tu es capable de payer ou de rembourser mensuellement. Mais aujourd'hui, nous empruntons sans penser à cela. C'est devenu comme un jeu. Mais en réalité, ceci n'est pas un jeu. Ce n'est pas celui qui a le plus de jouets qui gagne. Des fois, nous jouons à ces jeux, celui qui a plus de jouets gagne. Non, non, non. Ce n'est pas un jeu. Au fait, plus de bibelots tu as, plus perdant tu es. Votre vie ou votre maison sera plus calme lorsque vous prenez le contrôle de vos dépenses. Il y a une paix qui rentre à la maison lorsque les dépenses sont sous contrôle. Il y a une dose de stress qui disparaît lorsque les dépenses sont sous contrôle. Je vois certains sourires sur certains visages que j'ai rencontrés dernièrement. Je vous dis, il y a la paix qui rentre dans la maison lorsque les dépenses sont sous contrôle. Maintenant, il y a un rapport d'une maison de sondage, c'est la maison de sondage Gallup qui dit 64% de tous les couples se disputent au sujet de l'argent. 64% des disputes. J'ai entendu un amen. 64% des disputes, c'est l'argent dans le couple. Donc, si nous résolvons la question de l'argent, nous venons d'éliminer 64% des disputes. Que tout le monde dise la paix. La paix. Waouh! N'est-ce pas extraordinaire? L'argent est devenu maintenant la première raison des divorces. Ce n'est plus jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, c'est jusqu'à ce que la dette nous sépare. 54% des divorces sont causés par des problèmes d'argent
Et alors que 74% des gens sont insatisfaits de la façon dont ils gèrent leur argent. 74% des gens ne sont pas satisfaits de leur propre façon de gérer l'argent. Cela peut sembler banal ou routinier de parler de gestion d'argent dans une classe d'études bibliques un mercredi soir, et ça semble loin de la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que ça a des conséquences éternelles. Il y a une raison beaucoup plus importante pourquoi nous traitons de ces sujets aujourd'hui que juste de vous soulager des stress financiers dans votre vie. Et écoutez ceci. Savez-vous que la Bible dit que Dieu mesure votre maturité spirituelle par la façon dont vous gérez l'argent? Oui. Votre maturité spirituelle est proportionnellement reliée à votre gestion financière. Savez-vous que la Bible dit que Dieu mesure et évalue à quel point il peut vous faire confiance avec les bénédictions spirituelles selon la façon dont vous gérez vos finances? Wow. On peut entendre un œil larmoyé. Mais c'est vrai. Savez-vous que les avantages et les responsabilités qui vous seront donnés dans le ciel sont en relation directe avec les genres de gestionnaires que vous avez été avec vos finances et vos biens pendant que vous étiez ici sur terre? C'est là dans votre face. Parabole des talents. Amen. C'est là dans notre face. Écoutez, l'argent est la source de tout problème. Pas l'argent. L'amour de l'argent. Amen. Maintenant, regardez ceci. Regardez Luc 16. C'est frappant. Luc 16, verset 11. Quelqu'un peut le dire fort et à haute voix. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses matérielles, qui vous confiera les spirituelles? Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses visibles, qui vous confiera les invisibles? Tout ce qui est visible est temporaire. Ce qui est invisible est éternel. La Bible nous donne des conseils incroyables sur ces sujets. Regardez, l'homme le plus riche qui n'ait jamais vécu. Au fait, il a écrit un livre. Son nom c'est Salomon. Et sa richesse était tellement grande qu'il allait faire rougir Bill Gates aujourd'hui. Vous savez, on dit de Bill Gates que s'il marchait et qu'il échappait un billet de $100, s'arrêter pour ramasser le billet de $100, il va perdre l'argent. Parce que si on calcule sa fortune, il fait plus de $100 par minute ou par seconde. Donc le temps de ramasser le $100, il fait plus que ça. C'est tout le contraire. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est tout le contraire du juif qui est allé aux toilettes. Il a échappé 5 sous dans le bol de toilette. Là, il s'est arrêté, il a regardé son 5 sous. Il ne savait pas quoi faire. Il regarde à gauche, à droite, il réfléchit. Il met sa main dans sa poche, il sort un 25 sous. Il les jette dans le bol de toilette. Et puis il dit tout haut:
Pour 5 sous, je n'allais pas le faire, mais pour 30 sous, je vais le faire. Il met la main, il récupère les 30 sous. Il pouvait réfléchir pour 5 sous. Mais si Bill Gates passe tout ce temps, il est en train de s'appauvrir. Et Salomon a écrit un livre concernant la richesse, où il a mis tout ce qu'il a utilisé comme principe. Et ce livre est intitulé le livre des Proverbes. Maintenant, si ça fait longtemps que vous allez à l'église, vous avez probablement entendu un pasteur enseigner sur le plan financier, blablabla, et toutes ces choses, de sorte que, bon, les principes que nous allons voir aujourd'hui vont être peut-être une révision pour vous, mais nous n'allons pas nous excuser de répéter. Amen. Et tu dis, mais quand est-ce que vous allez arrêter? Une fois, quelqu'un avait demandé, quand est-ce que vous allez arrêter d'enseigner sur les principes, sur le plan financier de Dieu? Ben, c'est très simple. Lorsque vous allez commencer à le mettre en pratique, nous allons arrêter de l'enseigner. Amen. Maintenant, si vous n'avez jamais pris de notes, c'est peut-être un bon moment pour commencer à prendre des notes et à s'exercer ainsi. Maintenant, qui établit les règles quand il s'agit des finances dans votre vie? Qui établit les règles dans votre vie quand il s'agit des finances? Est-ce que c'est Dieu qui les fait ou bien c'est la culture dans laquelle vous vivez qui le fait? Quand vous décidez de la gestion de vos finances, d'où est-ce que vous tirez vos références ou sur quoi vous vous basez? Vous basez-vous sur la culture ou vous basez-vous sur la parole de Dieu? Laissez-moi vous dire, ce sur quoi vous bâtissez vos principes financiers va décider de votre futur. Si c'est Dieu qui est à la source de vos principes financiers, c'est Dieu qui va décider où vous allez finir dans le futur. Mais si c'est la culture ou ce monde qui gère vos principes financiers, ben, c'est ce monde qui va décider là où vous allez finir financièrement. Nous allons regarder 5 principes de Dieu pour la liberté financière. 5 principes. Alléluia. Le premier principe, il est tout simple. Il faut tout écrire. C'est le premier principe. Il faut tenir un bon dossier. Il faut tout écrire. Regarde ton voisin et lui, il faut tout écrire. C'est le principe de la comptabilité. Vous savez, les comptables, ils sont minutieux. Ils écrivent tout. Et à la virgule près, chaque cent doit balancer. Regardez Proverbe 27, verset 23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Là tu dis, mais pasteur, qu'est-ce que ça a à voir avec écrire mes finances? Moi je ne suis pas berger. Le problème est que quand Salomon a écrit ça, il y a des milliers d'années, et les actifs de la plupart des gens se trouvaient essentiellement dans le bétail. Il dit, enregistre tous tes biens, écris tes brebis, compte-les et connais-les. S'il vivait de nos jours, il allait dire, écoute, écris tous tes investissements et tes entrées. Parce que leur richesse s'est comptée en brebis et en troupeaux à l'époque. Amen. Écris tes brebis. Tu dois savoir combien entre. Amen. Vous avez déjà entendu le dicton qui dit l'argent part. Qui a déjà entendu cela? L'argent part. Celui qui a l'argent, c'est celui qui a le plus gros bout du bâton, qu'ils disent. L'argent part.
Dans ce monde, c'est l'argent qui parle. Mais c'est faux. L'argent ne parle pas du tout. Il se glisse juste tranquillement et vous ne savez même pas où il est allé. Il ne vous dit jamais où il va, l'argent. L'argent ne parle pas. L'argent disparaît en douceur. Et il ne vous dit jamais où il va. Je ne sais tout simplement où tout cela est parti. Vous êtes-vous déjà dit, mais j'avais l'argent, mais je ne sais même pas où c'est parti. Pourquoi? Parce que l'argent ne t'a pas dit où il est parti. L'argent ne parle pas. Il disparaît en douceur. C'est pourquoi il est important d'écrire. Il faut écrire. Amen. Et quand vous dites, je ne sais même pas où est parti mon argent, vous êtes déjà dans le trou. Pourquoi vous êtes dans le trou? Parce que vous venez de violer le premier principe qu'il dit, qu'il faut écrire. Il faut que tu saches. Il faut que tu connaisses tes prédits. Amen. Tenir un bon dossier, tenir un bon compte. Ayez un cahier dans lequel vous écrivez tout. Si vous ne savez pas où va votre argent, vous êtes déjà en route vers la dette. Amen. Regardez. Proverbe 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Maintenant, quand on les lit dans 8 secondes, ça semble un peu loin de ce qu'on est en train de dire. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version Osterval, si tu peux le lire dans la version Osterval? Personne n'a la version Osterval? Acquiert la vérité ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Osterval dit quoi? Il achète la vérité et ne la vend point. Achète la vérité et ne la vend point. En d'autres termes, il est en train de dire, va chercher la vérité. Il faut que tu aies une connaissance exacte des faits. Il faut que tu saches où va ton argent. Si tu ne le sais pas, tu es dans des troubles. Il faut écrire. Comment allez-vous vraiment financièrement? La Bible enseigne qu'il y a 4 choses pour lesquelles vous devez garder un bon dossier. Ce que je possède, tu dois savoir qu'est-ce que tu as. Tu sais, il y a quelque chose qui m'irrite. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis, ben, tu as acheté ça à combien? Ah, je ne sais pas. Non, tu dois savoir. Tu dois savoir. Il te reste combien d'argent? Oh, ben, je ne sais pas. Mais non, tu dois savoir. Acquiert la vérité. Si tu ne connais pas l'état de ce que tu as, ou de ce que tu as dépensé, tu es dans les troubles. Tu es dans les troubles. Tu dois savoir. Tu dois savoir combien ça t'a coûté. Tu dois savoir combien tu as dans les poches. Amen. Tu dois savoir. Ce qui te permet de savoir si tu vas payer. Tu dois savoir ce que tu possèdes. Tu dois savoir ce que tu dois. Combien je dois. C'est quoi les lettres? Tu dois avoir un bon compte de possession et un bon compte des dettes. Amen. Tu dois savoir ce que tu gagnes. Tu dois savoir combien va rentrer et quand ça va rentrer. Amen. Et tu dois savoir combien tu dépenses et quand ça va sortir. Il faut que tu saches ces choses.
Voici une équation financière que vous devez savoir. L'ignorance plus le crédit facile égale le désastre financier. Si tu ne sais pas et que tu empruntes facilement, tu vas finir dans la faillite ou dans les troubles. Si vous avez des cartes de crédit et des marges de crédit et vous ne regardez pas, vous ne gardez pas de bons comptes, vous êtes probablement déjà dans la dette. L'un des principaux problèmes dans le mariage, c'est quand l'un des époux garde l'autre dans l'ignorance au sujet des finances. Il faut que vous soyez tous à la même page. Ta femme doit savoir combien tu gagnes. Si elle travaille, tu dois savoir aussi combien elle gagne. J'ai connu une fois un homme qui ne disait pas à sa femme combien il gagnait. Et puis après, il se plaignait toujours qu'elle demandait ci, elle demandait ça. Mais peut-être que si elle savait combien tu gagnais, elle allait peut-être arrêter de demander ci et ça. En fait, il ne disait pas combien il gagnait parce qu'il disait que c'était peu. Mais c'est surtout quand c'est peu qu'il faut le dire. C'est surtout quand c'est peu qu'il faut le dire. Il faut que vous soyez sur la même page financièrement. Est-ce qu'on peut passer cette facture aujourd'hui? Non, 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 non. Attends demain parce qu'il y a ça qui passe. Il faut que vous soyez à la même page. Il faut que vous teniez un carnet. Amen. Alléluia. C'est parce que la première étape vers la liberté financière, c'est écrire. Certains disent, pasteur, je n'ai pas le temps de m'asseoir et de commencer à écrire tous mes bilans et toutes ces choses. Laisse-moi te dire, as-tu des soucis financiers? Si tu dis oui, si tu prenais le temps de t'asseoir et d'écrire, tu vas sauver beaucoup de temps à gaspiller pour te soucier sur tes finances. Ou bien tu investis ce temps à écrire, ou bien tu investis ce temps à te soucier. Mais moi, je pense que c'est mieux que tu l'investisses à écrire. Tu vas chez Jean Coutu, tu t'achètes un carnet, c'est pas cher. $2, tu peux avoir un carnet quadrillé. Dollarama même. Tu as un cahier quadrillé, tu prends une page pour un mois. Tu traces une colonne au milieu. D'un côté les entrées, de l'autre côté les dépenses. Et tu essayes de faire que le côté des entrées soit toujours supérieur au côté des dépenses. Ça se résume à ça. Ça se résume à ça. Amen. Maintenant, deuxième principe. Premier principe, c'est écrire. Tenir un carnet ou tenir un dossier. Amen. Deuxième principe, c'est planifier vos dépenses. Il faut planifier vos dépenses. C'est le principe de la budgétisation. Il faut faire un budget. Que tout le monde dise un budget. Ce n'est pas un mot compliqué pour les gouvernements et pour les compagnies. Tout le monde devait faire un budget. Par définition, c'est tout simplement la prévision de tes dépenses. Amen. Un budget, c'est vous qui dites à votre argent là où il doit aller. Vous savez, parce que l'argent ne veut pas vous dire où il va. Vous devez prendre l'initiative et lui dire où il va aller. Et ça s'appelle budget. Amen. Vous dites à votre argent où il doit aller, où vous voudrez qu'il aille. Au lieu que vous soyez là à lui demander où es-tu allé. Amen. Regardez Psaume 21, verset 5.
demandait la vie, tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Proverbe 21, verset 5. Non, j'ai entendu ça. Proverbe. Ok, Proverbe. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Alléluia. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. C'est lui qui planifie, va avoir en abondance. Mais c'est lui qui agit avec précipitation, c'est-à-dire sans réfléchir. N'arrive qu'à la dizaine. Et il va toujours se retrouver en manque. Il faut planifier. Il faut avoir un budget. Il ne faut pas juste suivre le mouvement. Tout le monde va au restaurant, moi aussi je vais au restaurant. Tout le monde va magasiner, moi aussi je vais magasiner. Est-ce que tu as planifié cela? Non, il ne faut pas faire cela. Personne ne devient jamais financièrement libre sans la prévision des dépenses. Si tu ne fais pas de budget, tu ne vas pas être financièrement libre. C'est parce que la liberté financière n'est pas déterminée par combien vous gagnez. Même si on vous donnait 1 million, si vous ne faites pas de budget, vous allez vous retrouver encore pauvre. C'est juste une question de temps. Et même vous risquez de vous faire mal en devenant pauvre. Vous savez, il y a tellement des exemples. Je n'ai pas eu le temps de sortir cela, mais il y a tellement des exemples des gens et des familles qui ont gagné des millions à la loterie. Mais sans budget, ils se sont retrouvés encore plus pauvres qu'avant la loterie. Ben, la Vigueur, ça c'est célèbre du Québec. La famille La Vigueur. Ils ont même fait un film là-dessus. Ils ont gagné la loto et c'était maintenant les dépenses sans prévision. Vous savez, aujourd'hui, ils sont encore plus pauvres qu'avant d'avoir gagné la loto. Il n'est jamais, le problème, ce n'est pas combien tu fais. Le problème, c'est le budget. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui ont moins que vous, mais qui ont l'air de vivre mieux que vous. Vous vous demandez, mais comment ils font? Mais ils font un budget. Mais quand je viens chez toi, tu as toujours ça. C'est juste parce que je fais un budget, c'est pas que je fais plus. C'est juste question de faire un budget. Amen. Tu sais, se sortir de la pauvreté en gagnant plus, c'est l'un des plus grands mythes de notre société. Là, les gens vont travailler 2 emplois, 3 emplois. Vous savez, le problème avec ça, c'est que tu gaspilles ta santé pour gagner l'argent. Et là, quand tu as l'argent, tu n'as plus de santé. Et tu commences maintenant à gaspiller l'argent pour récupérer la santé. Et au final, tu n'as ni l'un ni l'autre. Parce que la santé ne revient jamais. Si vous ne pouvez pas vivre avec ce que vous faites en ce moment, vous ne saurez pas faire mieux avec un salaire plus élevé. Parce que le problème, ce n'est pas combien tu gagnes. Le problème, c'est comment tu gères. Écoutez, j'avais un oncle qui était très riche, enfin qui est encore très riche. Et mon père a fait tout simplement 5e primaire. Parce que quand il est allé au village, bien sûr, il est venu en ville, avancé en âge. Il a commencé l'école primaire, je pense qu'il était extrêmement le plus âgé de sa classe. Et quand il est arrivé en 5e primaire, ben, les Belges ont sorti un décret que après un certain âge, tu sors seulement parce qu'on ne va plus continuer. Et là,
il était en 5e primaire lorsque ce décret est sorti. Je pense qu'il avait 17 ans, il était en 5e primaire ou quelque chose comme ça. Et donc l'âge était passé, il était obligé de sortir de la scolarité normale. Mais il aimait tellement, il voulait tellement s'en sortir qu'il est allé s'inscrire dans des trucs de comptabilité, de formation de comptabilité. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il est devenu comptable. Mais cet homme savait gérer. Cet homme savait gérer. Je vous dis, quand il vous raconte les histoires, c'est phénoménal. Il partait à bicyclette à 30 km pour acheter des poules. Mais je me suis toujours demandé combien de poules est-ce que tu peux amener sur une bicyclette. Mais il achetait des poules et il venait vendre. Et c'est comme ça que, des fois, il faisait vivre sa famille. Mais l'oncle, qui était ingénieur, quand il venait à la maison, il était toujours étonné. Mais comment tu as fait pour acheter ça? Et mon père disait toujours, le problème, ce n'est pas combien tu gagnes. Le problème, c'est comment tu utilises les peu que tu gagnes. Et j'étais en train de le lire aujourd'hui, je me suis rappelé de cette parole de mon père. Écoute, ce n'est pas que quand je vais avoir un salaire de 100 000 par année, là, ça va aller. Écoutez, non. Commence d'abord à gérer le 25 000 par année comme il faut. Et là seulement, tu pourras t'enrichir lorsque tu auras 100 000 par année. Mais si tu n'arrives pas à gérer 25, même si on le monte à 50, la malgestion va aussi doubler. La malgestion va aussi doubler. Donc, gère bien. Vous savez pourquoi est-ce que tel est le cas? Parce que vos désirs vont toujours dépasser vos gains. Vous allez toujours vouloir plus que ce que vous faites. Budget familial, que tout le monde dise budget familial. Il y a quelques lignes. Regardons ici, j'ai mes paroles là en haut. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Le prochain slide, il dit parfois, il est difficile de séparer les désirs des besoins. Pause. Ça, c'est une stratégie qu'il faut arrêter. Tu désires quelque chose pour faire accepter cela de ton compagnon ou de ton époux. Tu dis, oh, j'en ai besoin. Non, tu n'en as pas besoin, tu le désires. Ce n'est pas parce que tu l'appelles besoin que ça devient un besoin. Amen. Si tu as déjà 4 gobelets, tu vois un autre, tu dis, oh, j'en ai besoin. Une bouteille comme ça. Moi, ça. Ça, c'est le 40e que tu as. Dès qu'il y en a un autre avec un autre style, j'en ai besoin. Oui, c'est vrai. Dès qu'il y a un autre style, j'en ai besoin. Vraiment. Et tout ce qu'il y a sur l'étagère là ne sert pas. Ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Hey. Tiens, ta bouteille. Tu en as besoin. Oui. De pratiquer l'autocontrôle nécessaire pour planifier les extras de la vie. Il faut se retenir. Ce n'est pas tout ce que tes yeux désirent que tu es nécessairement obligé de t'offrir. Hey, il y a tellement de choses que je voudrais avoir. Mais bon, je ne peux pas. Oui. Le résultat, ce sont des dettes qui bouleversent les rêves. Et le plus triste, c'est que ça n'a pas besoin d'être de cette façon. Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de se retrouver certaines dettes. On peut regarder en arrière et se dire, waouh! Regardez, je veux donner un autre exemple. Les ventes des garages.
Tu passes dans les ventes des garages, tu trouves quelque chose qui se vend peut-être à 100 dollars au magasin, et là on est en train de le vendre à 40 dollars. Tu dis, ah, j'en ai besoin. Non, 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 tu n'en as pas besoin. Parce que très souvent, tu vas l'acheter, tu vas le mettre chez toi, et puis après un moment, toi aussi tu vas faire une autre vente de garage, et tu vas vendre cette même affaire. À 20 dollars. Ne va pas t'encombrer des débarras des autres. S'il a mis ça en vente de garage, c'est parce qu'il veut s'en débarrasser. Maintenant, ça va venir t'encombrer. Et puis après, ça va être ton problème. Tu ne vas pas prendre le problème de quelqu'un d'autre. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Amen. Il faut du temps et des efforts constants pour apprendre à gérer l'argent, mais cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Il ne faut pas se relâcher. Il faut être discipliné. C'est possible, on peut bien gérer. Oui. La meilleure façon de se mettre sur les rails est de créer un budget familial et de s'y tenir. Et tu sais, c'est bien beau de faire le budget. Mais il y en a qui vont faire le budget au début du mois. Mais après une semaine et demie, on ne consulte plus le budget. Il est là, on l'a fait. Et puis à la fin du mois, au début de notre mois, là pour faire maintenant le budget, on va aller et tu retrouves le budget avec plein de ratures. Parce que maintenant on veut ajuster le budget à la réalité. Non! Il faut ajuster la réalité au budget. Sinon ça ne sert à rien d'en faire un. Ne fais pas un budget au crayon. Fais un budget à l'encre. Un budget au crayon. Arrête. N'en fais pas. Regardez ce tableau. On va regarder le tableau de 10, 10, 80. Ça, c'est le principe sur lequel on va essayer de bâtir les finances de nos maisons. 10, 10, 80. Que tout le monde dise 10, 10, 80. Ce principe, c'est quoi? C'est le principe de mettre un peu les choses en ordre. La première personne que tu payes, c'est Dieu. C'est le premier 10. Ça, c'est la dîme. Donnez le premier 10% de votre revenu au Seigneur. Tout au long de votre vie professionnelle. Jacob avait dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Pas ce que tu me donnes maintenant et puis après c'est fini. Le deuxième 10%, tu te le donnes à toi-même. Ça, c'est l'épargne. Amen. Et tu essayes de vivre avec le 80% de ton revenu. Maintenant, je vais ajouter une note. Tout le monde dit une note. Voilà. La note, c'est quoi? La note, c'est ceci. Ce plan, il est bon à appliquer une fois que tu as stabilisé tes finances. C'est-à-dire que tu commences à mener une vie normale, où tu fais tes budgets et que tu n'as pas des cartes de crédit qui sont maxées. Si tes cartes de crédit sont encore maxées, ça ne sert à rien d'épargner. Le taux d'épargne aujourd'hui c'est 1%, 1,2% si tu es chanceux. Mais les taux d'endettement c'est 18%, 18,9%. Pourquoi est-ce que tu vas épargner à 1% alors que tu payes 18% d'intérêt sur ta dette? Ce n'est pas rentable. Paye tes dettes d'abord. Et tout surplus, tu mets sur la dette. Et quand tu as fini avec cette charge de dette, là tu commences à appliquer le 10, 10, 80. Amen. Ou si tu restes avec genre des utilitaires, on va voir cela plus tard. Maintenant, dans le 80 qui reste, 35%, que tout le monde dise 35%.
doit aller au logement. Ne pas dépasser plus de 35% de votre revenu net sur le logement. Et cela inclut l'hypothèque ou les loyers, le service public, l'assurance, les taxes foncières et l'entretien. Écoute, si dans les calculs du gouvernement, si ton loyer te coûte plus qu'une semaine de paye, ce n'est pas très bon. Dans le calcul du gouvernement, quand quelqu'un paye une semaine de son revenu, parce qu'on est payé à la semaine, une semaine de ton revenu va à ton loyer. Là, tu es dans les normes ou dans les standards. C'est pourquoi quand tu as un gouvernement subventionné ou les HLM ou les coopératives, on va toujours calculer le 1/4 de ton revenu comme loyer. C'est là qui savent cela. Personne ne sait cela. Personne n'habite une coopérative ici. Oh boy. Appliquez pour les coopératives ou quelque chose. C'est rentable des fois quand tu commences pour te bâtir et après, quand ton salaire monte, c'est le plus rentable parce qu'ils vont toujours prendre le 1/4 de ton revenu. Amen. Maintenant, 15% de ton revenu doit être appliqué au transport. Ne pas dépasser plus de 15% de votre revenu net sur les transports. Cela comprend le paiement de voitures, les assurances, l'immatriculation, l'entretien, l'essence et le parking. Écoute, si tu fais assez pour conduire une bicyclette, conduis une bicyclette. Ne va pas chercher une Mercedes. Si ça te prend une semaine de ta paye pour payer la voiture, tu es dans les trous. C'est trop cher. Tu as cherché trop. Et tu sais, des fois, juste la passe d'autobus, c'est correct. Des fois, juste la passe d'autobus, c'est correct. Et vous savez, des fois, quand on regarde les gens, on pense que, bon, eux, ils sont nés avec une clé de voiture, ils ont toujours roulé en voiture. Écoutez, nous n'avons pas toujours roulé en voiture. Quand je suis arrivé au Canada, je prenais l'autobus. Écoutez, j'allais faire mon épicerie en autobus. J'avais un gros sac de sport Berloni Cucini, jaune-rouge, que mon oncle m'avait donné parce qu'il faisait la boxe pour le club Berloni Cucini. Et c'est ce sac que j'utilisais pour mon épicerie. Je prenais mon autobus, je sortais, j'habitais 10e avenue et j'arrive. Je prenais l'autobus Saint-Michel, j'arrivais jusqu'à Saint-Michel. Là, je prenais l'autre pour aller jusqu'au Maxi qui est sur Jean Talon et Plie-Neuf. Et je remplissais mon sac. Et c'est ce que je faisais. Oh, ça me prend une voiture. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Amen. Maintenant, 10% doit aller à la dette. Ne pas dépenser plus de 10% de votre revenu net sur toutes sortes de dettes de consommation, carte de crédit, prêts personnels, les dettes fiscales. Ça, laissez-moi vous dire ceci, comme je l'ai mentionné plus tôt, si tu as une carte de crédit de 18%, ça ne te sert à rien de pas. Maintenant, si tu as un prêt étudiant qui est auto-hypothécaire, ça ne te sert à rien de courir pour le liquider. C'est un prêt qui est garanti par le gouvernement. Mets-toi un peu d'épargne pour le moment difficile ou le moment de surprise. Et prends ton temps pour liquider ces dettes. Mais si tu peux le liquider, liquide-le. Liquide-le. Maintenant, 20% de ton revenu doit aller à toutes les autres dépenses. Comme nourriture, vêtements, divertissement, garderie, dépenses médicales, vacances, récréation. Ça doit rentrer là-dedans. Oui. Ma
je dois prendre 10% de mon revenu et le considérer comme, si j'ai une carte de crédit, le considérer comme le montant. Pour payer tes dettes. Pour payer tes dettes. Je vais revenir encore. Les dettes des cartes de crédit, là. Si tu peux mettre 20%, mets 20%. Prends ton épargne, mets-le dessus. Et c'est ce que parce que ça ne te sert à rien de payer 18% d'intérêt. Mettons, tu dois $3 000 sur une carte de crédit. Voilà un exemple. Avec tous les bouteilles que tu t'es acheté. Tu dois $3 000 sur ta carte de crédit. Et tu épargnes $3 000. Maintenant, quand tu mets en épargne, aujourd'hui, un compte épargne, c'est à peu près 1%, 1,2%. Si ça te rapporte 1%, mettons, pour toute l'année, ton $3 000 va te rapporter $300. Mais de l'autre côté, c'est 18% d'intérêt. Le $3 000 que tu dois sur la carte de crédit, même si tu le mets à 10%, qu'est-ce que j'ai dit? $300. C'est $30. Ce n'est même pas $300, c'est $30. Parce que si tu es à 10% d'intérêt, ça te rapporte, ça te coûte $300. Donc, au lieu de garder $3 000 qui te produisent $30, mieux vaut de le payer toute la dette et ne pas payer $300. Ce sont des économies de $270 que tu fais. C'est pas clair? Tu viens là me voir. Tu as $3 000? C'est bon. Maintenant, troisième point, épargner pour l'avenir. L'épargne, c'est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Surtout, nous les Noirs. Je ne sais pas si c'est à cause de notre mentalité. Je ne sais pas. Mais épargne, on dirait que ça ne rentre pas dans notre conception de vie. Mais il y a un dicton que je vais vous dire. Il faut épargner pour l'avenir. Chez nous, on disait toujours, j'aime l'Afrique. On disait toujours, quand on disait à quelqu'un, plante un manguier, il disait, ça prend 7 ans avant que je ne puisse manger le fruit du manguier. Et là, c'est qu'on lui donnait comme réponse, et le mangue que tu manges aujourd'hui, ce n'est pas toi qui l'as planté. Plante le manguier, tu ne sais pas où tu seras dans 7 ans. Plante le manguier. Il faut épargner. Il faut épargner. Il faut épargner. Amen. Il faut épargner. Quelqu'un qui n'épargne pas, la Bible dit que c'est un manque de sagesse. Regardez Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21. Le précieux trésor et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les enlève. Lis encore. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les enlève. Mais l'homme insensé, lui, il mange tout. Le sage, il garde de l'huile et du trésor. Mais l'insensé, il mange tout. Il a fait $300 la semaine, il a dépensé les $300. S'il en reste encore, il cherche qu'est-ce qu'il va faire pour dépenser ce qui reste. Maintenant, combien es-tu sage? Une famille moyenne au Japon
économisent environ 20% de leur revenu. Une famille moyenne en Europe économise environ 18% de son revenu. En Amérique du Nord, nous dépensons 1% de plus que nous gagnons annuellement. On a un problème. Nous ne faisons pas bien. Nous avons une mentalité qui dit la vie se vit aujourd'hui et nous ne sommes pas préoccupés, nous ne sommes préoccupés que par les voisins. Avez-vous remarqué comment nous sommes préoccupés par les voisins? Comment il a fait même pour acheter cette voiture? Est-ce qu'ils peuvent vraiment se payer cette maison? Tu as vu les bicyclettes qu'ils ont achetées pour eux? Ils vont faire faillite. Mais en ce temps-là, nous ne nous préoccupons pas de notre propre budget. Le voisin, oh, nous pouvons calculer pour le voisin. Ne t'inquiète pas que le voisin va faire faillite. Inquiète-toi de ta propre faillite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu des fourmis à la maison déjà depuis que l'été a commencé? Les fourmis à la maison, waouh, vous êtes bénis. Mais oui. Savez-vous pourquoi Dieu les a envoyés? C'est Dieu qui a envoyé les fourmis dans votre maison. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé les fourmis chez vous? La Bible nous dit qu'ils sont conçus pour nous donner une leçon. Dieu les a envoyés pour que nous puissions avoir une leçon. Et c'est quelque chose que même, et cette leçon, vous savez, une fourmi, c'est petit comment? Ouais. Et ça a un cerveau. Si tu regardes le cerveau de l'homme comparé au cerveau de la fourmi, mais le petit cerveau de la fourmi a compris la leçon. Mais le gros cerveau de l'homme lutte encore pour comprendre et saisir cette leçon. C'est grave. Regardez Proverbe 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi par... Vous pensiez que je l'avais inventé? C'est dans votre Bible. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Considère ses voies et deviens sage. Regarde la fourmi paresseux. C'est dans votre Bible, c'est pas moi qui le dis. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Continue. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Personne n'est là pour surveiller si elle va faire ou elle ne va pas faire. Et donc, si personne n'est là, tu ne fais rien. Considère la fourmi paresseux. Elle n'a ni maître, personne n'est là pour lui dire, pour la pousser. Mais elle travaille. Elle travaille. Elle prépare. Elle amasse pendant la moisson. Non. Elle prépare sa nourriture en été et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Ça, c'est le frère Ron qui ajoute. Moi, je lui ai dit d'arrêter au verset 8. Écoute, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Mais écoutez, si elle prépare sa nourriture en été, c'est parce qu'il y a l'hiver qui s'en vient. Et c'est quoi l'hiver? Ce sont les moments difficiles qui peuvent survenir dans le futur. Elle amasse pour les temps difficiles. Elle épargne. Même le cerveau de la fourmi a compris qu'il faut épargner pour le futur.
Mais la prochaine fois que vous voyez les fourmis à la maison, n'allez pas acheter tout de suite l'insecticide. Prenez le temps de les observer. Quand vous aurez appris la leçon, là, allez chercher l'insecticide. Nous savons tous que l'économie est importante, mais peu d'entre nous le faisons. Nous savons que l'épargne, c'est important, mais nous n'épargnons pas. Probablement la raison la plus importante pourquoi nous n'épargnons pas, c'est la raison de cœur. Que tout le monde dise le cœur. Ce n'est pas une raison de salaire. C'est une raison de cœur. La première raison pourquoi nous n'épargnons pas, c'est l'envie. Tout le monde dit l'envie. On voit quelque chose, on commence à l'envier. Je le veux, je le veux, je le veux. Calme-toi. La deuxième des choses, pourquoi nous n'épargnons pas, c'est la comparaison. Et tout le monde dit comparaison. Nous voyons ce que les autres ont et nous nous disons, je veux la même chose. Ça là, ça nous tue. C'était une fois dans le monde, mais maintenant même les gens remplis du Saint-Esprit vivent de cette façon. Ils n'arrêtent pas de regarder, oh tel a ceci, moi aussi je veux avoir cela. Tel a ceci. Écoute, arrête de te comparer. Vous n'avez pas le même revenu, vous n'avez pas les mêmes parents, vous n'avez pas la même historique. Écoutez, tu vas te tuer à te comparer. Tu vas te tuer à te comparer. Ne te compare pas. Ne te compare pas. Le monstre de l'envie nous guette partout. Jamais satisfait. Jamais satisfait. À un moment donné, il faut juste arrêter. Amen. Toujours désirant ce que les autres ont. Eux, ils ont acheté une maison, moi aussi je vais acheter une maison. Eux, ils ont une voiture, nous aussi nous voulons une voiture. Eux, ils ont... Attends. Lui, il a commencé à travailler, ça fait 15 ans. Il est prêt à acheter une maison. Toi, tu as commencé à travailler, ça fait 6 mois. Attends. Vous savez, dans les centres commerciaux, les écoles, les quartiers, les bureaux, et même dans les églises, les gens se comparent à d'autres. Et notre statut dans la vie ne semble jamais être assez satisfaisant. Parce qu'on se compare toujours aux autres. Regarde, si tu tiens absolument à te comparer, compare-toi à toi-même. Regarde là où tu es aujourd'hui, compare à là où tu étais hier. Si tu as avancé, c'est bon. Même s'il y en a 10 000 en avant de toi, tu as avancé. N'envie pas la Jetta du pasteur. Elle est rouillée. Oh, frère, je veux ma Jetta. N'envie pas. Ce n'est pas parce que l'autre a acheté une voiture que tu dois absolument acheter une voiture. Ce n'est pas parce que l'autre a acheté une maison que tu dois acheter une maison. Les sœurs, telle a cette jupe, moi aussi je la veux. Telle a cette robe, moi aussi je la veux. Oh. Tel travail, toi tu ne travailles pas. L'envie nous tue. Les comparaisons nous tuent. La vérité est que tous ces gens que vous enviez sont probablement plus dans les dettes que vous êtes. Parce qu'ils ont dépensé tous leurs revenus à acheter les choses que vous enviez. Tu les vois pleins de vêtements, mais le compte en banque est vide. Et probablement, ils luttent
aussi autant que vous avec l'envie. Vous êtes en train de les envier, peut-être eux ils sont en train d'envier quelqu'un d'autre. Afin de sortir de la dette, nous devons arrêter de nous comparer. Nous devons arrêter les compétitions et décider que cela n'importe pas combien les autres ont. Certains d'entre vous, vous avez tellement de choses, tellement de bébés, tellement de chaussures, tellement de vêtements, que vous pouvez faire une vente et être riche. Et être riche. Je vais faire ce que je sais être bien et épargner pour le futur. Amen. De toute façon, plus vous en avez, plus cela vous coûte cher. Écoute, juste les vêtements, les ensembles, tu ne peux pas les laver à la maison. Si tu en as 20, il faut amener 20 au lavage à sec. Et là, tu amènes cela. Je me suis toujours demandé comment ils lavent à sec. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est juste mon ignorance. Est-ce qu'ils lavent vraiment à sec? Ça ne mouille pas? C'est à vapeur? Bon, anyway. Bon, vous allez m'expliquer après. Amen. Je me suis toujours, c'est un des mystères de la vie. Comment on peut laver à sec? Je sais, à la maison, on se laver à sec, ça nettoie le bébé. Ça coûte pour entretenir. Ça coûte pour entretenir. Plus tu en as, plus ça va te coûter. Tu as 2 voitures, c'est 2 assurances, 2 immatriculations, 2 fois l'essence, 2 entretiens. Si tu n'en as pas besoin, ne prends pas une deuxième voiture. Amen. Tu dis, mais je ne peux pas me permettre de mettre beaucoup en économie de côté. Alors commence avec un petit peu à la fois, un petit quelque chose. La Bible et la banque nous enseignent que cela fonctionne. Pour une fois que la banque parle la même chose que la Bible. Regardez Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Tu n'as pas besoin de commencer à épargner $200 par semaine. C'est tout ton salaire. Mais, écoutez, même $5 par semaine, il faut que tu commences à établir le principe et la discipline. Et même des fois, quand tu commences avec beaucoup, c'est pas bon. Parce que tu épargnes de ce que tu as besoin pour vivre. Et puis, 2 semaines, quand la facture vient, tu vas encore dans l'épargne pour chercher et payer la facture. Et là, à la fin, tu te retrouves découragé. Ça ne fonctionne pas. Mais même $5 par semaine. Commence même avec ça. $5 par semaine. Tu dis, c'est pas beaucoup, pasteur, c'est rien, ça ne vaut pas la peine. Ah bon? Si tu avais commencé il y a 5 ans, on serait probablement en train de dire une autre histoire. Quand on dit le temps c'est de l'argent, c'est parce qu'il faut commencer à épargner tôt. Les jeunes, écoutez,
Vous n'êtes pas immortel. Vous n'êtes pas invincible. Et vous n'êtes pas exempt de responsabilité. C'est juste une question de temps. Ça va venir. Alors, en ce moment, commencez déjà à épargner. Tu dis, pasteur, je suis jeune, je suis encore chez mes parents. Commence. Et tu vas voir la différence. J'ai juste quelques tableaux comparatifs ici. Je ne les ai pas là-dessus, mais regarde. Quelqu'un qui veut épargner et avoir 500 000 à 65 ans, juste un tableau. Si tu veux avoir 500 000 $ à 65 ans, c'est beaucoup d'argent. Amen. Mais si tu commences à 25 ans et que tu mets 78 $ et 41 sous par mois de côté, à 65 ans, tu vas avoir 500 000. Mais si tu commences à 35 ans, 10 ans plus tard seulement, ce n'est plus 78 $ et 41 sous par mois que tu dois mettre, c'est plutôt 219 $ et 36 sous par mois que tu dois mettre de côté. Juste 10 ans de différence. Tu sautes de 78 à 219. Et si tu commences à 45 ans et que tu veux avoir 500 000 $ par année, plutôt 500 000 à 65 ans par mois, tu dois mettre 653 $. Et pour certains, c'est tout le salaire. Donc commence à 25 ans, c'est 78 $ par mois. Mais toi, tu regardes, oh, c'est juste 78. Moi, je ne peux pas faire ça. Autant aller au restaurant avec cela. Fou, commence tôt. C'est lui qui amasse peu à peu, augmente sa richesse. Maintenant, si à 25 ans, on a dit 78, si on le recule à 18 ans, qui a 20 ans ici? Ok, qui a 20 ans et moins? Moins de 20 ans et moins. Et vous pouvez faire mieux. Ça va, c'est moins que 78 $. Je ne l'ai pas calculé. Ça va vous tourner peut-être à 40 $. Et vous savez, 40 $, c'est combien? C'est 10 $ par semaine. 10 $ par semaine. Les 10 $ avec lesquels tu joues là. Si à 20 ans, tu commences à mettre 10 $ par semaine, tu as 500 000 à 65 ans. Tu ne peux pas avoir 500 000 à 65 ans. C'est 10 $. À peine un McDo, un Big Mac. Un trio Big Mac, c'est quoi? C'est 9 et quelques. 9 combien? 9,98. C'est 10 $. Voilà, un trio Big Mac par semaine. Juste un Big Mac par semaine. Et je rends grâce à Dieu, il y a certains jeunes qui ont compris le principe et qui épargnent par eux-mêmes. Ils épargnent. D'autres, on se bat avec eux pour qu'ils épargnent. Mais ils épargnent quand même. Mais d'autres, même si on se bat avec eux, ils n'épargnent pas. C'est pour ton avenir. Épargne. Épargne. Commence tôt. Si tu penses que retarder d'épargner pour ta retraite de quelques années ne fera pas beaucoup de différence, tu te trompes. Prends le temps de calculer. Commence à épargner trop. L'attente coûte trop cher. Quand tu attends, ça coûte trop cher. Commence à épargner tôt. Amen. Commence à épargner tôt. La règle de 72, il y a une règle qu'on appelle la règle de 72. Si tu veux doubler ton argent, tu utilises la règle de 72. C'est quoi la règle de 72? Tu prends 72 divisé par le taux d'intérêt. Si tu as 1 000 $ et que tu veux que ça devienne 2 000 $, si on t'offre un taux d'intérêt de 2%,
tu prends 72 divisé par 2. Amen. Et ça te donne 36. Ça va prendre 36 ans pour que le $1000 soit $2000. Si tu as un taux d'intérêt de 4%, tu prends 72, tu divises par 4. Ton $1000 va devenir 2000 à 18 ans. Si c'est 6%, ça va doubler en 12 ans. Si c'est 8%, ça va doubler en 9 ans. Et si c'est 12%, ça va doubler en 6 ans. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis cela? Négocier le taux d'intérêt. Aller à la banque. D'abord, commencer par épargner. Parce que si tu n'épargnes pas, il ne faut même pas prendre le temps de t'écouter. Mais commence par épargner, montre une quelconque discipline. Et puis quand tu vas à la banque, négocie. Je vais conclure, on va regarder le 4e et le 5e point de la session prochaine. Mais je vais vous donner un truc que le papa d'un ami chinois m'a donné. Ils sont forts, les fois. Parce que quand tu épargnes souvent, si tu veux que l'intérêt monte, il faut que tu bloques ton argent pendant longtemps. Amen. Amen. Mais plus tu bloques ton argent pendant longtemps, plus tu as peur aussi. Tu te dis, mais si j'ai un problème, comment je fais pour aller chercher mon argent? Et il a dit, tu as $50 000 que tu veux épargner. Tu veux que ça produise de l'intérêt à haut rendement. Il dit, au lieu de mettre les $50 000 et que tu les bloques pour 5 ans, pour que ça te produise 6%, mettons par exemple, afin que dans combien ça fait 6 divisé par à 6%, dans 12 ans, tes 50 000 vont être 100 000. Amen. Il dit, n'aimez pas les $50 000 bloqués pour 5 000, pour 5 ans plutôt. Prends tes 50%, plutôt tes $50 000, divise-le en 5. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. La première tranche de 10 000, tu la bloques pour 1 an. Bien sûr, son intérêt va être peut-être 1 point quelque. Deuxième tranche de 10 000, tu les bloques pour 2 ans. Son intérêt va augmenter. Troisième tranche de 10 000, tu les bloques pour 3 ans. Ainsi de suite, jusqu'au 5e, tu les bloques pour 5 ans. Et le dernier 10 000 va commencer à te produire, mettons, à 6%. Mais la première année, ton premier 10 000 est à terme. Tu les retires, tu les rebloques pour 5 ans. Lui aussi, il commence à produire à 6%. Deuxième année, ton deuxième 10 000 vient à terme. Tu le retires, tu le bloques à 5 ans. Après 5 ans, tu vas toujours avoir 10 000 et intérêt de disponible chaque année que tu peux rebloquer à 5 ans et tout ton 50 000 à la fin te produit à 6%, mais tu as quand même accès à ta liquidité à chaque année. C'est malade. C'est malade. Donc, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Pour monter à la rentabilité, sectionne. Même si c'est $1 000, écoute, tu commences quelque part, tu les sectionnes. Si c'est en 3 parties, 1 000, 1 000, 1 000, mais tu mets 1 an, 2 ans, 3 ans. Après première année, tu prends ton 1000, il aura produit peut-être à $12. Tu le prends, tu le mets pour 3 ans. Tu as mis maintenant 1012, tu n'as plus mis 1000. Deuxième année, il aura produit peut-être 1024. Donc 1024, tu le mets aussi pour 3 ans. Et tu as toujours une rotation comme ça à chaque année. Amen. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Vas-y. Quand tu commences justement après. Oui, il y a 2 façons d'épargner. Première épargne, tu épargnes pour ta retraite. Ça, c'est une chose.
il faut que tu prépares ta retraite. Deuxième épargne, tu dois faire des projets. Et il y a une partie de l'épargne que tu dois toujours garder pour les imprévus de la vie. Mais non, tu épargnes. Au départ, tu peux ne pas avoir un projet. Mais comme ton épargne grandit, tu dis, oh, si je fais ce projet, ça peut rentabiliser mon épargne. Maintenant, j'ai 30 000 $ d'épargne, mais je paye toujours un loyer. Pourquoi est-ce que je vais continuer à payer un loyer? Je prends mon épargne, j'achète une maison. Ce n'est pas une perte, c'est un investissement, parce que la maison est un investissement. Mais mon épargne me sert à quelque chose. Mais je dois toujours me garder une marge, un fonds de secours. Oui, la sœur Marie-Carmen. Vous avez dit qu'on peut marchander le taux d'intérêt. Oui. D'abord, c'est d'être discipliné, d'avoir un bon crédit. Et plus tu as de liquidité, plus tu peux marchander ton taux d'intérêt. C'est-à-dire quelqu'un qui a 1 000 $, il n'a pas vraiment le pouvoir de négociation. Mais quelqu'un qui a 100 000 $, il a le pouvoir de négociation. Parce que si une banque ne veut pas me donner 3%, je vais aller à une autre qui va me donner 3%. Parce qu'ils veulent mon argent. Parce que eux, quand ils me donnent 3%, ils font du 10-12% avec cet argent. Et ils veulent ton argent. Et plus tu en as, plus ils vont vouloir marchander avec toi. Mais n'y va jamais timidement. Du temps que c'est ton argent, tu as un bon intérêt. Bien sûr, si c'est 450 $, ils vont rire de toi. Tu peux partir. Mais si tu ajoutes 3 zéros à ces 450, ils commencent à t'offrir du café quand tu vas là-bas. T'offrir des chips et des biscuits. Et ils commencent à mettre monsieur ou madame devant toi. Oui, à la sœur, mon père. Combien il commençait de s'appeler Ça dépend des banques, ça dépend de toi. Je ne sais pas à partir de combien. Mais parce que les banques voient tous les mouvements de ton argent. Enfin, des fois, ils savent même mieux que toi-même. Mais aussi, une autre chose, si tu as de l'épargne, il faut éviter de payer les frais inutiles. C'est-à-dire, si tu gardes 3 000 $ dans un compte, tu ne payes pas de frais annuels. Au lieu de garder tout dans le service, discipline-toi. Garde et ne paye pas de frais. Et quand tu commences à faire cela, tu gagnes le respect de la banque. Parce qu'ils savent que tu sais compter. Ils savent que tu sais compter. Ça crée une autre question. Oh, je devais parler moins. Et tu as envie de mettre ça sur ton check-in, parce que si tu mets ça sur ton check-in, tu as peur que s'il y a quoi que ce soit, tu dépasses. C'est pourquoi on fait ces études. C'est pourquoi on parle des fourmis, c'est pourquoi on enseigne tous ces principes, c'est pour créer une discipline. Maintenant, c'est sûr, tu veux avoir l'argent dans ton service. Mais en général, si tu as peur de le sortir dans ton check-in, tu vas le sortir dans le service aussi. Parce que c'est juste un bouton plus haut que... C'est une question de discipline plus que toute autre chose. À moins que tu changes de banque carrément et
que tu mettes l'autre banque à Chibougamau et que pour retirer, il faut que tu sois là sur place. Vous savez, il y a toutes sortes d'astuces. Tu sais, il y a certaines personnes qui m'ont confié leur carte de saving. Et je garde ça dans le tiroir là en haut. Ben, c'est comme tu as un compte dans une banque où tu mets juste le saving. Et puis, parce que tu ne veux même pas voir la carte. C'est juste parce que la discipline, c'est-à-dire tu te mets les garde-fous. Tu te rappelles la leçon des garde-fous? Tu les mets dans les safe zones. Parce que si tu es en train de vider constamment ton saving, ça ne sert à rien. Le saving, normalement, il n'est pas supposé fluctuer à moins qu'il y ait un projet d'accomplir. Sinon, il devient un compte courant. C'est ça. Ne l'appelle plus saving, juste appelle-le un compte courant. Parce que si tu es tout le temps dedans, enfin, tu es couramment dedans. Donc, il devient courant. Alléluia. Amen. On va continuer dans 2 semaines avec les 2 autres points qui restent sur les 5 principes. Mais pour le moment, on va se lever tous ensemble et regarde ton voisin et lui épargne. Alléluia. Oui. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Pouvons-nous battre nos mains? Pour le privilège de ta parole, Seigneur. Nous prions, Papa, que cette parole ne soit pas juste des sons de cymbales dans le vide, Papa. Nous prions, Papa, qu'elle trouve une place dans nos cœurs, qu'elle y germe, Papa, et qu'elle produise le fruit, Papa, qu'elle est supposée donner, Seigneur. Papa, apprends-nous à être de bons gestionnaires de ce que tu nous confies, Seigneur. Papa, par le peu que tu nous as donné, nous puissions les gérer de sorte que tu puisses nous confier encore davantage dans le futur, Seigneur. Non seulement dans ce monde, mais même dans celui à venir, Seigneur. Aide-nous à être de bons, Papa, gestionnaires de ce que tu nous accordes, Seigneur. Je te remercie encore une fois, Père, pour toute personne sur le terme de ma voix aujourd'hui. Je prie, Éternel, que ta main soit sur chacun de nous et que tu nous gardes sur notre chemin de retour. Papa, garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous rappelons encore une fois. Dites-leur cette fois-ci, écris. Faut tenir tes comptes.